RDC, candidature de Mukwege, le candidat des néolibéraux. Nous nous interrogeons encore ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, a déposé mardi sa candidature à la présidentielle de décembre à République démocratique du Congo au lendemain de l'annonce de sa décision de se lancer dans la course. Le fait de déposer ma candidature, de prendre la décision de quitter mon confort, c'est déjà une victoire pour moi. C'est maintenant au peuple de décider, a-t-il déclaré à la presse à Kinshasa sur les marches de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, où il venait de déposer son dossier de candidature. Notre pays va très mal. Le peuple congolais vit dans une forme d'esclavage qui ne dit pas son nom, a-t-il ajouté. Indignez-vous, résistez, et si votre vote vous est volé, vous avez le droit de faire la révolution démocratique, a-t-il lancé à l'adresse des Congolais. Devant des centaines de sympathisants enthousiastes, le gynécologue a salué pour son action en faveur des femmes victimes de viols utilisés comme armes de guerre, a mis fin au suspense et annoncé qu'il serait candidat à la présidentielle du 20 décembre prochain. Il rejoint une liste déjà longue de candidats, dont des poids lourds de l'opposition, comme Martin Fayulu, encore Moïse Katumbi, qui compte affronter le chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis 5 ans et candidat à sa réélection. Mais pourquoi Mukwege est devenu candidat aujourd'hui à cette élection présidentielle? D'ailleurs, pourquoi a-t-il déposé sa candidature? Est-ce le candidat des Occidentaux? Nous nous interrogeons encore. Le scrutin est à un seul tour. L'éparpillement des candidatures montre les chances de l'emporter du président sortant, notent de nombreux observateurs de la vie politique congolaise en s'interrogeant sur les éventuelles alliances et regroupements qui pourraient s'opérer d'ici les élections. Les dépôts officiels de candidature à la présidentielle vont se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. Parmi eux figure Félix Tshisekedi qui avait annoncé dès 2020, 3 ans avant la fin de son mandat, son intention d'embriguer un deuxième et dont la machine électorale se met depuis des mois en ordre de bataille. Pendant que Denis Mukwege annonçait sa candidature, le chef de l'État sortant était en déplacement dans le sud-est du pays où il a lancé les travaux d'un pont à la frontière zambienne et devait inaugurer diverses infrastructures. Des images l'ont aussi montré dans une salle de classe toute neuve entourée d'enfants. Vous êtes content? Leur demande le président. Oui, répondent les écoliers. Maintenant, les enfants du Congo vont étudier dans des conditions excellentes comme tous les autres enfants du monde. Vous y avez droit. Vous avez un pays riche et vous devez profiter de cette richesse, a poursuivi Félix Tshisekedi, qui met en avant dans son bilan la gratuité de l'enseignement primaire. Et nous de poser justement cette question. RD Congo, candidature de Denis Mukwege, le candidat des néolibéraux, nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batengene, enseignant de sociologie à l'université de Douala. Il est notre invité ce matin. Jonathan Batengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Goss, bonjour à tous les panafricanistes. Merci pour le soutien que vous m'avez apporté ainsi qu'à toute ma famille pendant cette période particulière de deuil. Merci à tous les panafricanistes qui ont appelé, ceux qui nous ont assistés personnellement. Nous leur disons merci, merci infiniment pour ce soutien. C'était d'ailleurs salutaire parce que ça a permis à tout le monde à la maison de sentir la chaleur de l'Afrique autour de nous et de se dire que nous avons un accompagnement à la hauteur de la chaleur de toute l'Afrique. Et nous inclinons devant tous ceux qui perdent un proche. Nous leur disons aussi beaucoup de courage. Nous savons que c'est des moments difficiles. Il y en a qui les perdent dans la lutte contre le terrorisme. Ça peut être des soldats, ça peut être simplement des civils. Nous leur disons beaucoup de courage. Nous nous montrons solidaires de leur peine. Et nous souhaitons que très vite, les forces de libération africaines qui sont lâchées, ces forces qui préservent l'humanité, continuent leur grande marche et atteignent la victoire finale. Nous savons que la victoire est au bout, elle est pour bientôt.
Très heureux de vous avoir, hein. Jonathan Martin-Guéné, beaucoup de courage à vous après la perte de votre père. Et nous revenons justement sur cette question à RD Congo. Candidature de Denis Mukwege, le candidat des néolibéraux. Quelle est notre grande interrogation? Pourquoi est-ce que Denis Mukwege se porte aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle de décembre prochain? Denis Mukwege est auréolé quelque part d'un adoubement international qui fait de lui le candidat tout trouvé pour remplacer un autre larbin, c'est-à-dire Félix Tshisekedi. Vous savez, l'Occident au Congo a systématisé le larbinisme et le contrôle de ce pays par un ensemble d'acteurs qui ne défendront pas les intérêts du pays. Quand vous regardez le parcours de Denis Mukwege en tant que médecin, c'est vrai, il a défendu une cause noble qui aurait pu, qui mérite d'être saluée, c'est le viol, les filles violées qu'il a pris en charge de manière bénévole. Mais il faut tous se dire que si le viol, si la question du viol est une question pertinente dans le domaine sanitaire au Congo, il y a une question qui, elle, est beaucoup plus urgente. C'était la question de la malaria. On ne va pas donner des priorités, une échelle de priorité au malheur, mais quand on regarde ce que fait la malaria comme ravage au Congo, mais également en Afrique, le sort qui a été réservé à ce jeune médecin qui combattait la malaria et apportait une solution simple, pratique, à bas coût, le rayonnement que ce dernier, on lui a réservé sur la scène internationale, ce n'est une tentative même de l'effacer de la scène internationale qui a abouti, je crois, il est décédé. Ce dernier a été tué. Donc, quand vous regardez sur une balance, l'enjeu crucial qu'un autre médecin comme lui a permis de juguler, mais le sort malheureux qui lui a été réservé et le sort bienheureux de Denis Mukwege, vous vous posez bien des questions. Qu'est-ce qu'on veut faire prévaloir? En fait, vous faites bien de signaler qu'il s'agit du candidat des néolibéraux. Mais en quoi est-ce que sa cause rejoint celle des néolibéraux? Vous savez, dans les politiques de dépopulation, il y a une embolie de la réflexion sur la condition de la femme. Cette embolie de la réflexion sur la condition de la femme passe par un discours féministe occidental, qui est un discours parfois qui met sur la table les questions de féminisme du point de vue purement économique. On va dire que dans la division du travail social, les femmes sont reléguées à des tâches secondaires, à des tâches méprisables, tandis que les hommes ont des emplois beaucoup plus valorisés et même ils ont une situation beaucoup plus valorisée et on va comparer les revenus des deux couches sociales. Sauf que ce discours féministe s'écrase, si ce n'est qu'il se dissout dès lors que l'on conçoit la question même de la pérennisation de l'espèce dans les situations de crise. Oui. Les féministes ne sont jamais montés au créneau pour dénoncer le 2 poids 2 mesures dans le traitement des victimes légitimes de la guerre. Je ne parle pas des victimes collatérales, les victimes légitimes. Qu'est-ce qu'une victime légitime? Un soldat qui va au front est une victime légitime de la guerre. Regardez parfois comment se passent les moments de mobilisation. On dit prioritairement les jeunes hommes actifs. Ensuite, on va aller vers les personnes d'une catégorie d'âge un peu plus avancée et on va redescendre vers les catégories beaucoup plus jeunes. Mais qui est-ce qu'on préservera le plus dans ces catégories, dans la société? Les femmes et les enfants. Mais c'est aussi une manière de faire des femmes des cadettes sociales. Est-ce que vous avez déjà vu les féministes s'offusquer de ce traitement dans la division sociale de la prise du risque? Non. Elles ne font que raisonner sur les éléments qui intéressent le capital, justement les éléments du libéralisme économique. Alors, le docteur Denis Mukwege a ceci de pertinent que dans les contextes africains, les questions liées
à la réflexion sur les genres est encore embryonnaire. Ce n'est pas une réflexion qui est déjà maturée comme on voit en Occident. C'est-à-dire les féministes qui assument des positions qui aujourd'hui se rangent dans les minorités, les nouvelles minorités, c'est-à-dire avec les LGBTQ, pour défendre une sexualité alternative, une sexualité qu'elles présentent comme autonome, assumée, plus respectueuse de leurs droits. On n'en est pas encore là. Mais pendant qu'on n'y est pas, il faut créer une phase de transition qui va préparer les esprits. Et c'est là la pertinence des hommes comme le docteur Denis Mukwege. La question du viol prépare les esprits à la défense d'une question spécifique liée à la femme, c'est-à-dire la condition féminine. Il faut la présenter comme la victime absolue. Et donc, dans cette situation, son combat rejoint celui de ceux-là qui envisagent l'émancipation de la femme d'une certaine manière et crée donc une solidarité à partir de la compassion des Africains sur les bases émotionnelles. On dit que cet homme lutte contre les traitements qui sont faits aux femmes et ce dernier prépare déjà les prochains combats sur la question de la femme. Voilà en quoi est-ce que il fallait mettre cet homme sur un promontoire et le présenter comme un modèle. Et vous savez que la société congolaise est considérée par les géostratèges occidentaux comme étant un point d'expérimentation majeur de ces politiques de domination en Afrique, de leur politique de domination en Afrique. Donc, le docteur Denis Mukwege, quand on expérimente et on voit que ça crée de la sympathie, on peut répliquer ça ailleurs avec des causes qui vont créer davantage de sympathie sur la condition féminine et qui vont faire qu'il y a un débat sur la condition féminine qui va être ouvert en Afrique et qui va déboucher nécessairement sur les questions des nouvelles minorités. C'est un travail préalable. Il est donc effectivement le candidat des néolibéraux qui ont fait de lui un champion des questions sanitaires, alors que le problème auquel il s'attaque est un problème, je ne minimise pas la question du viol, mais c'est une question conjoncturelle. Les viols survenus du fait de la guerre sont conjoncturels. C'est une conjoncture. À un certain moment de l'existence d'une société, il y a des crises qui surviennent et pendant les crises, il y a une anomie qui s'installe. Oui. Donc, pendant que cette anomie s'installe, on peut défendre certaines causes, mais c'est des causes conjoncturelles. Tandis que l'autre médecin qui aurait mérité, pour ma part, mieux, alors là, il faut comparer le mérite vis-à-vis du prix Nobel, celui qui aurait mérité le prix Nobel de la santé, qui s'attaquait à une question structurelle sanitaire en Afrique et dans le monde, la malaria, celui-là, on lui a réservé la mort. C'était donc le triomphe des causes néolibérales parce que c'était le tapis sur lequel on doit asseoir le raisonnement sur les prochaines questions qui vont se présenter comme urgentes dans la société congolaise. Le docteur Denis Mukwege est encore considéré comme le candidat néolibéral à cause du traitement de faveur dont il fait l'objet. Vous savez, il y a les scandales de corruption qui sont survenus ces dernières années, qui étrangement sont restés tout à fait autour de la personnalité de Denis Mukwege, même si il était au cœur des dispositifs où cette corruption a émergé. Quand vous prenez l'affaire Panzi, au Qatar, Monsieur Mukwege était invité régulièrement pour venir traiter de la question des droits de l'homme. Or, que sait-on de la question des droits de l'homme dans le cadre de l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar? Ce qu'on sait, c'est que les droits de l'homme ont été abusivement violés par les autorités qatariennes. Mais comment se fait-il que le prix Nobel de la défense d'une cause aussi importante que le viol ne se soit pas rendu compte du viol des droits de l'homme dans ce pays? Comment son silence a-t-il pu se justifier? Une question tout à fait irrésolue parce que le dit scandale a tout fait pour éviter, je ne dis pas qu'il serait innocent, mais on a tout fait pour éviter
de l'incriminer dans le scandale de corruption. Quand vous regardez au niveau de l'Union européenne, scandales de corruption qui sont survenus au niveau du Parlement européen ces derniers, qui ont emporté la vice-présidente du Parlement européen, qui pourrait même emporter Madame la Présidente. Denis Mukwege est également cité. Mais est-ce que l'enquête est remontée jusqu'à lui? Il y a comme donc une volonté de protéger l'homme par un ensemble de forces obscures qui montrent que effectivement cet homme n'agit pas seul. Il y a des gens qui protègent son image, il y a des gens qui veulent le présenter comme un champion, et il y a des gens qui sont en train de construire sa personnalité comme étant une personnalité de poids dans le landerneau politique congolais. Et il n'est pas le seul. Quand vous regardez aujourd'hui l'émergence de certains acteurs en Afrique, vous pouvez prendre au niveau du Nigeria le cas Tinubu, ce genre d'individu qui est indélicat dans le comportement, mais qui malheureusement arrive à la tête de l'État. Pourquoi? Parce que des réseaux obscurs travaillent à leur émergence. C'est effectivement les réseaux néolibéraux et c'est le cas de Denis Mukwege. Finalement, Denis Mukwege a été coopté par l'Occident. Effectivement. Le prochain président congolais. Effectivement, il a été coopté par l'Occident. Mais maintenant, autour de lui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons fait un petit check autour de sa personnalité. Vous allez voir, il y a davantage la montée d'un discours qui récupère les causes panafricanistes. C'est-à-dire que les acteurs qui tournent autour de Denis Mukwege pour lui donner une certaine légitimité sont des acteurs qui ont un discours qui est proche de celui des panafricanistes, qui font des analyses proches de celui de celle des panafricanistes, qui essaient de récupérer la doxa panafricaniste à leur avantage. Donc, une instrumentalisation du discours panafricaniste qui augure les prochaines luttes de Denis Mukwege, c'est-à-dire le travestissement de la cause panafricaniste et son instrumentalisation au service de l'oligarchie occidentale qui l'a coopté. Donc finalement, s'il devient un jour président du Congo, il ne changera absolument rien. On prendra la même et on va recommencer. Les éléments sont là. Les éléments sont là et parlent en notre faveur. Pendant la crise à Covid-19, les postures des médecins qui ont à cœur de défendre l'humain et l'humanité étaient connues. Denis Mukwege est prix Nobel de la médecine. De la paix, est-ce que vous avez suivi Denis Mukwege sur les questions de génocide, grandeur nature organisée par les oligarchies occidentales via le Big Pharma? Aucune sortie. Aucune sortie. Il est resté silencieux. Quand un homme reste silencieux devant une telle injustice, alors qu'il a la carrure qui est la sienne, c'est-à-dire il est présenté comme le champion de la défense des causes perdu. Mais que là, voilà une cause perdue qui engage l'humanité, il est resté silencieux. Vous attendez vraiment que cet individu vienne prendre le contre-pied de l'impérialisme au Congo, en RDC? Ce serait difficile, si ce n'est presque impossible avec Denis Mukwege, sauf un retournement de situation à la Doumbouya. Sauf. Mais dans les conditions actuelles, il n'y a aucun élément qui va plaider en la faveur de ce que ce dernier pourrait défendre les intérêts du Congo au détriment de ceux de l'impérialisme. Jusqu'à preuve de contraire, du côté de la RD Congo, il ne jouit pas d'une très grande popularité. Il n'y a que quelques centaines de personnes qui le connaissent. Peut-on parler réellement d'un vrai candidat pour cette élection à venir? Vous savez, la construction de ce genre de personnalité n'est pas directement corrélée à leur taux de popularité. Si vous prenez le cas de Tshisekedi lui-même, avant l'élection, que représentait-il dans l'opinion congolaise? Pas grand-chose. Mais qu'est-ce qui a été fait pour que Tshisekedi devienne ce candidat d'envergure? Il y avait les Martin Fayulu, il y avait les Moïse Katumbi, il y avait Jean-Pierre Bemba, il y avait ces personnalités qui ont un actif, un passif politique conséquent. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Tshisekedi? Tshisekedi va en Belgique avec tous ses cadors et là-bas, la CIA organise une affaire où on le propulse à la tête d'une coalition. Rien que de savoir qu'il est à la tête d'une coalition lui a conféré une certaine légitimité sur le territoire. Et les conflits qui en ont résulté entre lui et Fayulu,
ont été plutôt capitalisés à son avantage parce qu'on a présenté finalement Fayulu comme celui qui ne voulait pas l'union de l'opposition contre Kabila. Bien sûr, ce n'est pas une manière de dire le candidat Fayulu serait un très bon candidat, c'est aussi le candidat des néolibéraux. Mais seulement, voilà l'entourloupe par laquelle on a laissé émerger M. Tshisekedi. Donc, s'il faut construire également la personnalité de M. Mukwege, les mêmes causes pourraient être mobilisées pour finalement aboutir. Lorsqu'il a déposé justement sa candidature, ils étaient nombreux, les Congolais, qui disaient que ces hommes politiques qui vont en rang dispersé donneront le live, sûrement l'opportunité aujourd'hui à Félix Tshisekedi de briguer un autre mandat. Le danger, c'est que en RDC, quand vous mettez ensemble les forces de l'opposition, les forces les plus importantes, celles qui ont réussi à conquérir un ensemble, ou bien qui, pour des raisons historiques, se sont imposées dans certaines régions, dans les régions peuplées de la RDC, c'est des forces qui font partie de l'endo-colonna congolais. Prenez les Moïse Katumbi, c'est l'endo-colonna congolais. Prenez Martin Fayulu, c'est l'endo-colonna congolais. D'ailleurs, une bonne partie de la classe politique de la RDC est rongée par les logiques de l'endo-colonna. Et vous allez voir que beaucoup de représentants au Parlement se targuent d'avoir comme référentiel Paris ou bien d'avoir comme soutien Bruxelles, plutôt que d'avoir à cœur de remettre à l'ordre du jour les programmes politiques comme ceux de Lumumba. Donc, c'est un problème majeur même de l'organisation de l'opposition congolaise. Autour de quelle figure emblématique et nationaliste, souverainiste, panafricaniste, les Congolais peuvent-ils se retrouver? C'est aujourd'hui la grande question. Autour de quelle figure? Et qui représenterait le moindre mal dans cette sphère politique? Cette opposition, qui représenterait le moindre mal? Quand vous regardez, on cherche encore. Beaucoup sont nostalgiques, d'autres vous disent on veut revenir à Kabila, d'autres pensent à d'autres personnalités politiques, mais on se pose encore des questions. Qui serait le profil idéal pour incarner la véritable défense de la souveraineté? Est-ce que la CIL ne va pas nous jouer également le même script comme ce fut le cas avec Félix Tshisekedi, en faisant une rencontre justement quelque part à Washington ou à Bruxelles avec Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba, peut-être même Félix Tshisekedi, et sans oublier bien sûr Denis Mukwege, pour finalement choisir Mukwege comme étant le chef de file de l'opposition lors de cette élection? C'est tout le scénario que nous envisagions quand on prenait cette émission. Maintenant, ce sera au peuple congolais de montrer toute sa maturité politique. On a vu les événements depuis l'année dernière à l'est de la RDC. On a vu un peuple qui s'est levé, qui a dénoncé le laxisme des autorités, qui a de manière véhémente mis en procès la présence du Rwanda via le M23 sur ces terres. Et on a vu un peuple qui lorgne désormais des velléités panafricanistes pour la direction du pays. On a des leaders qui se revendiquent du panafricanisme. Il y a le boxeur champion du monde, je crois. Il a été kickboxer champion du monde. Il s'est illustré également comme un activiste panafricaniste. Pourquoi ces acteurs ne pourraient pas rentrer et fédérer autour de cette nouvelle garde qui veut voir autrement le Congo? Si Washington a le droit, et Washington s'arroge ce droit, de fédérer ses forces autour d'une figure éminente, les forces africaines du Congo, les forces panafricanistes du Congo, doivent aussi s'arroger ce droit et se doter des moyens pour mener cette lutte. C'est vrai, dans ce contexte, ce serait très difficile.
Pourquoi? Parce que on a encore fraîchement dans les mémoires le sort qui a été réservé à ce jeune combattant des libertés. Il appelle TGV Le Voyant à l'est de la RDC. Qu'a fait le pouvoir de Tshisekedi? Parce que ce jeune, c'est lui qui portait la fronde contre les M23 et contre le pouvoir de Tshisekedi. Le pouvoir de Tshisekedi l'a envoyé au Niouf. Il est actuellement emprisonné. Tous les jours, ses amis politiques lui font part des mécanismes de répression qui sont renouvelés et même perfectionnés par le clan Tshisekedi pour empêcher l'éclosion d'une voie panafricaniste au niveau de la RDC. Donc, nous sommes conscients de ces difficultés-là. Mais les difficultés sont là pour aussi nous amener à nous surpasser. Donc, nous demandons à ces forces-là de travailler. Nous adressons bien sûr à notre frère TGV Le Voyant qui est emprisonné en RDC notre solidarité. Nous lui disons beaucoup de courage. Mais il faut que des personnalités comme ça, les leaders panafricanistes du Congo, se montrent solidaires d'elles, leur apportent leur soutien. C'est anormal. La fois dernière, quand nous étions en conversation avec son équipe, il était en prison pour une amende de $720. $720 dans le contexte d'une lutte politique, je m'excuse, je ne crache pas sur l'argent, mais c'est une broutille. Normalement, les combattants de la liberté, les panafricanistes congolais, devraient s'acquitter de cela avec beaucoup d'aisance. Son groupe avait cotisé s'était cotisé $200 pour demander sa libération conditionnelle. Les juges ont inventé des raisons, alors là, des raisons trouvées de masse pour que ce dernier continue de subir sa peine en prison. Et je prends cet exemple pour montrer simplement la répression que la CIA via Tshisekedi met en place contre les leaders panafricanistes au Congo. Nous nous demandons à tous les leaders panafricanistes du Congo de s'unifier autour d'une figure emblématique et de proposer une véritable réponse à cette prise en otage de leur pays par les forces obscurantistes, surtout les forces occidentales. Ce n'est que comme ça qu'on peut envisager une véritable réponse à ces forces-là. Les scénarios du type unité autour d'une candidature de l'opposition avec des larbins et des endocolons attitrés, patentés, et d'ailleurs qui parasitent l'État du Congo parce que ces derniers sont toujours englués dans des trafics de toutes sortes. Parfois, c'est du trafic de minéraux. Parfois, c'est du trafic d'êtres humains. Parfois, même, ils sont impliqués dans des réseaux de mafia à l'international, c'est-à-dire qu'ils traitent avec des oligarchies occidentales sur des questions stratégiques au Congo. Si on va compter encore sur l'unité de ces gens-là, eh bien, ça veut dire qu'on ne sort pas de l'ornière. Pour véritablement rompre avec ce système, il faut oser comme Lumumba l'avait fait. Et il faut oser au prix de sa vie. Moi, je tiens encore un grand coup de chapeau à mon frère TGV Le Voyant, qui est actuellement en prison. Je lui dis beaucoup de courage. Il est le type même du combattant, de panafricaniste qu'on devrait avoir au Congo. Quelqu'un qui n'a pas peur, qui assume son combat et qui n'a pas peur d'aller se retrouver là où on insupporte la vie. Mais qu'il le sache, son combat va produire du fruit. Et pendant cette présidentielle, il faut surtout qu'il soit libéré. Nous appelons à sa libération. Nous appelons les forces vives de la RDC, tous les panafricanistes de RDC, à tout faire pour que TGV Le Voyant soit libre. Merci à vous, Jonathan Matengue, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, mon frère Goss, et nous sommes confiants que ce pays, la RDC, quand nous échangeons avec les aînés sur ce pays, l'horizon semble flou dans l'optique panafricaniste. Mais nous savons que les dynamiques panafricanistes aujourd'hui trouvent leur solution d'elles-mêmes. Quand on regarde plusieurs pays, il y a des noms qui ont éclore dont on ne soupçonnait pas l'existence. Donc, en RDC, nous avons confiance que pour cette présidentielle, au lieu d'avoir des pantins comme Denis Mukwege,
la RDC aura quelqu'un qui répond amplement aux attentes et à la dynamique populaire actuellement en marche en Afrique. Cette dynamique est anti-impérialiste et souverainiste, mais surtout panafricaniste. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de venir toujours en aide à votre chaîne de télévision en passant par Tipeee et sans oublier PayPal. Eh bien, nous trouverons également d'autres moyens par lesquels, sur le continent africain, plusieurs pourront justement nous envoyer leur aide. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée.